détenus ont réussi, c'est ce qu'on a appris en toute dernière minute, à trafiquer les portes de leurs cellules respectives dans le bloc C et D du complexe carcéral ici, pour pouvoir prendre en otage, à la faveur de sa ronde de nuit, le gardien qui était affecté à ce secteur-là de la prison. Et depuis, 25 autres détenus se sont joints aux 3 mutins initiaux. On ne connaît pas la portée des demandes qu'ils peuvent avoir opposées, si demandes, revendications il y a, mais on sait tout de même, à la faveur, en fin de compte, des pourparlers qui se sont engagés avec les négociateurs de la Sûreté du Québec, que le gardien n'a pas été blessé, molesté, même si les détenus avaient en leur possession une arme de fabrication artisanale. Il y a eu 2 incendies à Valleyfield dans les dernières heures, Alexandre. Oui, et Valleyfield qui est l'objet, la cible d'une sorte de vague d'incendies criminels, Claude, depuis déjà une semaine. Et hier, en fin d'après-midi, c'est d'abord dans un bar du nom de bar L'Entre-Jean qu'un cocktail Molotov a été lancé, faisant des dommages qui sont quand même mineurs, mais qui auraient pu prendre beaucoup plus d'ampleur dans la mesure où les pompiers de l'endroit ont pu intervenir très rapidement. Ça, c'est sur la rue Ellis. Et 1h30, 2 heures plus tard, c'est dans un autre établissement, cette fois un autre bar, celui-là qui s'appelle l'Écurie, qu'un incendie a détruit passablement cet immeuble-là. On a retrouvé, puisque c'est là aussi un incendie d'origine suspecte, beaucoup de traces d'accélérants. Et dans cet établissement, il y avait au rez-de-chaussée un restaurant et le bar était à l'arrière, à l'étage. Personne là aussi, heureusement, n'a été blessé, Claude. Et une alerte générale rue de l'Église à Verdun? Oui, hier, ça fait beaucoup, comment dirais-je, de spectaculaire, mais heureusement, c'était un immeuble désaffecté, un cinéma qui était situé au 720 de l'avenue de l'Église à Verdun, un incendie qui aurait été allumé vraisemblablement, non pas accidentellement, mais probablement par l'œuvre d'une main criminelle. Des gens du secteur ont vu au cours des derniers jours des jeunes entrer par une porte qui était déverrouillée à l'arrière, sur le côté arrière de cet immeuble désaffecté, et 2 pompiers ont été blessés lors de cette conflagration, mon cher Claude. Merci, Alexandre. Je rappelle que vous êtes à Saint-Jérôme devant le centre de détention et que vous surveillez l'évolution de cette prise d'otage. Voilà. Merci beaucoup. À plus tard. La Sûreté du Québec est très active depuis hier sur le terrain là-bas. Alors, on a remarqué, Gaëtan Giroir, la carcasse du véhicule. On va essayer maintenant de voir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui a causé cet accident. Effectivement. Il fait jour, Jacques, et ça me permet de vous montrer exactement les lieux. Le caméraman Léopold va vous montrer d'abord le haut de cette courbe. Une courbe qui est très abrupte. D'ailleurs, voyez la signalisation, une signalisation qu'on utilise pour avertir que c'est une courbe qui vire en 90 degrés, comme vous le voyez. Léopold peut maintenant se retourner pour vous montrer un petit peu le parcours qu'a pris l'autobus lorsqu'il est arrivé au bas de cette côte et qu'il a négocié cette courbe. Voyez le garde-fou que l'autobus a littéralement arraché. Le véhicule est aussi passé sur 2 panneaux de signalisation avant de tomber beaucoup plus bas, et vous me permettrez de tenir le caméraman par le bras parce que ça tombe, comme vous le voyez, et voyez l'endroit où se trouvait l'autobus. Donc, c'est une chute de plusieurs mètres, probablement au moins une quinzaine de mètres, ce qui équivaut à environ 45 pieds en système impérial, et les gens n'ont eu aucune chance. Et ce qui est aussi terrible, c'est que probablement certains d'entre eux ont vu venir leur mort. Pendant qu'on voit des images tournées hier après-midi aussi, des images des secouristes, les gens du secteur ont été magnifiques. Il faut leur lever notre chapeau. Très rapidement, ils sont accourus. En moins de 14 minutes après le premier appel, il y avait ici une ambulance. À l'hôpital de Baie-Saint-Paul, le plan d'urgence a été mis en marche très rapidement afin d'accueillir les survivants. Finalement, il y en a eu 5. Lorsque l'on a stabilisé leur état, on les a transférés vers l'hôpital de l'Enfant-Jésus qui s'occupe des grands blessés pour l'Est de Québec. C'est à Québec. Au cours de la nuit aussi, on a remorqué le véhicule. On l'a sorti du ravin afin de l'amener dans un garage à Baie-Saint-Paul où aujourd'hui des enquêteurs du ministère des Transports du Québec et de la Sûreté du Québec vont faire des tests afin de déterminer si c'est un problème mécanique ou encore une erreur de conduite de la part du conducteur André Desruisseaux, dont on peut maintenant voir la photo. André Desruisseaux, qui est âgé de 29 ans et qui conduisait des autobus depuis quelques années pour la compagnie Mercier. Donc, c'est là qu'en est l'enquête ce matin. Et ici, là où l'on se trouve, dans la municipalité des Éboulements, la communauté est encore sous le choc. Et beaucoup de gens nous disent aussi qu'ils compatissent avec la population de Saint-Bernard parce que ces 2 municipalités-là, qui sont séparées par environ
150 km. Ici, les éboulements, c'est à 130 km de Québec. Saint-Bernard, c'est à une vingtaine de kilomètres au sud-ouest, sont maintenant liés par un destin tragique. 43 personnes qui ont péri, 30 femmes, 13 hommes. Ils auraient sûrement choisi autre chose, hein? Merci, Gaëtan. Au revoir. On a parlé des survivants, quel est leur état de santé? Exactement, les survivants, comme l'a dit Gaëtan, qui ont été transportés à l'hôpital de l'Enfant Jésus à Québec. Eve-Marie Lortie est là-bas. Alors, Eve-Marie, ces survivants ont subi des interventions chirurgicales très délicates au cours des dernières heures. Et pour l'instant, le bulletin de santé est plutôt encourageant. Exactement. Gonzague Betty, Lucille Fortin, Philippe Gourde, Jacques et Catherine Labrec ont été amenés à l'hôpital de l'Enfant Jésus hier après-midi. Ils ont tous été opérés au cours de la nuit. Un d'entre eux devra retourner sur la table d'opération au cours de la journée pour une chirurgie un peu plus importante. Alors, ils ont quitté l'urgence. Ils sont tous aux soins intensifs et on dit que leur état est stable. Les gens de la famille ont quitté également l'hôpital. Ils sont allés se reposer. Ils étaient un peu plus rassurés. Il y a un bulletin de santé officiel qui sera donné par les gens de l'hôpital L'Enfant Jésus à 10h30 aujourd'hui. Alors, les premières heures qui suivaient l'accident étaient cruciales. Et la période critique est passée. Ils ont bien traversé l'épreuve. Ouais. Exactement. Merci, Eve-Marie. Au revoir. À plus tard. À Saint-Bernard, ce matin, il y a des maisons littéralement vides. Écoutez, 40 personnes qui décèdent dans des circonstances tragiques comme celle-là, dans un petit village d'à peu près 2200 personnes, ça secoue tout le monde. Tout le monde connaissait des victimes, soit que c'était des parents ou encore des amis. Alors, Jean-François Guérin, ce matin, on dit même qu'il y a une personne qui a perdu 4 ou 5 proches dans cet accident-là. Oui, entre autres, on parle ici de la famille Labrec, dont 7 membres sont disparus hier dans cette tragédie. Les images que vous voyez ont été prises en début de soirée à l'hôtel de ville, alors que les gens se rendaient là pour vérifier les listes de passagers, mais ils étaient dans l'incertitude à savoir si leurs proches avaient survécu. Au fur et à mesure que la soirée a avancé, il a fallu se rendre à l'évidence. Avec 43 victimes, bien peu de gens pouvaient espérer et compter que leurs proches aient survécu à cette tragédie-là. 43 victimes, 43 destins tragiques, des gens qui, pour plusieurs, venaient à peine de prendre leur retraite et comptaient maintenant profiter de la vie. Des histoires, on pourrait vous en compter des dizaines, entre autres celle de cet homme qui avait travaillé tout l'été sur son chalet ici et se disait maintenant, je vais en profiter de mon chalet, je vais y aller plus souvent, et qui est décédé dans cette tragédie-là. Les gens sont, vous le disiez, sous le choc, très émotifs évidemment, et ont eu peu de temps pour se poser des questions sur l'accident comme tel. Mais je vous invite à écouter ce résident qu'on a rencontré ce matin. En fait, il est originaire d'ici, a perdu beaucoup de gens qu'il connaissait, et lui se pose des questions sur la façon dont s'est produit l'accident. Quand ils conçoivent des véhicules, les briques sont capables d'arrêter le véhicule n'importe où, n'importe quand, à condition qu'il soit bien entretenu, le véhicule, puis 2, que le chauffeur s'en serve adéquatement. Qui n'a peut-être pas été le cas dans ce cas-ci. Là, on ne peut pas jurer de rien. Le chauffeur ne sera même pas là pour nous le dire. Mais je mets un bémol, moi, sur... c'est bien beau de dire la mécanique, mais la mécanique est supposée de toffer si elle est très bien entretenue, puis si on s'en sert adéquatement. Merci, Jean-François. Au revoir. Au revoir. Le chauffeur d'autobus, comme bien d'autres passagers, n'a eu aucune chance. Ben, écoutez, imaginez-vous, là, dans cet autobus, les dernières secondes avant l'impact fatal, l'impact final, ça a dû être terrible à bord. Et surtout pour le chauffeur d'autobus qui, lui, était au volant de ce véhicule. Il en avait perdu complètement la maîtrise. Alors, c'est un jeune homme de 29 ans qui a péri avec les autres victimes de cet accident. Et Marcel Gagnon a rencontré les parents de ce chauffeur d'autobus. Chauffeur d'autobus depuis 4 ans, André Desruisseaux effectuait le dernier voyage touristique de la saison. À l'emploi des autobus Mercier de Thetford Mines depuis le printemps de 96, il effectuait presque exclusivement des voyages de groupe organisés. Ses parents l'attendaient à la maison de Sherbrooke pour mardi soir. On l'attendait réellement. Pierre et Nicole Desruisseaux, ses parents, ont appris la nouvelle à la télé, sur l'heure du souper. Et les premières images ont tout de suite fait prévoir le pire. Nous autres, on avait eu 2 petits, on dit que la famille rapetisse. Puis à un moment donné, il y a un temps, bon, OK, quand il restait à Québec, on avait des nouvelles, même s'il ne restait pas ici, mais on avait toujours des nouvelles. Maintenant, on n'aura plus des nouvelles. Son père avait tourné ce vidéo en avril 96, alors que son fils venait d'être engagé comme chauffeur chez Mercier. C'est ce même autobus qui a plongé dans le ravin. Il était là-dedans, là, heureux, là, tu peux pas, un vrai poisson dans l'eau, là, tu sais, tu peux pas faire. Quand il était dans son autobus. Il était dans son autobus, il était heureux là-dedans. Tu pouvais pas faire autrement. S'arrêter, yoter son autobus, c'était yoter sa vie. Marcel Gagnon, TVA, Sherbrooke. Quand son boss s'appelait, ben là, tu vas avoir
Il a tout perdu, finalement. Alors, on voit ici les tragédies routières du même genre qui sont survenues ici au Québec en particulier. On sait que la tragédie d'hier, qui a fait 43 morts, c'est la pire jamais survenue au Canada. Alors, tout aussi tragique, cet accident qui est survenu au lac d'Argent, à Eastman, en Estrie, dans des circonstances à peu près identiques. L'autobus qui avait plongé au pied d'une côte dans un lac. Alors, le bilan avait été de 41 morts. Autre tragédie à Lac-Bouchette, au Saguenay, 19 morts. Aux éboulements, le même endroit, à quelques mètres près de l'accident qui est survenu hier, en juin 74, 15 morts, et à Dorion, tout près d'ici, en banlieue ouest de Montréal, en octobre 1966, 19 morts. Rappelons ce qui s'est passé en 74 également. Oui, exactement. Cet accident qui était survenu aux éboulements, à peu près au même endroit, comme on vient de le dire, là, que l'accident d'hier. Il y a une dame qui a survécu à cet accident, Mme Blanche Hébert, accident donc qui avait fait 13 morts, et 23 ans plus tard, Mme Hébert, qui a 80 ans maintenant aujourd'hui, se souvient très, très bien de ce qui s'était passé. Pour elle, avec son mari, c'était un voyage de plaisir et ça s'est terminé dans l'hécatombe. On l'écoute, Mme Hébert. Mais c'est le lendemain de l'accident, là, quand je me suis réveillé. Là, le soir, je me sentais pas trop de quoi, j'étais CNI. Mais le lendemain, là, on aurait dit que j'avais passé en dessous des choses. J'ai dit, c'est effrayant, comment est-ce que j'ai mal partout un matin, c'est que c'est arrivé. Ça arrête le lendemain, ça fait ça le lendemain d'un accident. Le soir, t'es trop énervé pour savoir quoi, puis il donne des injections, probablement, pour tasser le mal. Et que là, après ça, j'ai été 34 jours à l'hôpital. Lui, il a été 7 mois. Ça fait que c'était tout un voyage. On le comprend aisément. On n'oublie sûrement pas ça, hein? Et pendant cela, il y a une prise d'otage à la prison de Saint-Jérôme. À la prison de Saint-Jérôme, dans les Laurentides, donc 27 détenus qui détiennent toujours un agent correctionnel en otage, Dominique Arpin. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur les revendications de ces détenus? Non, pas sur les revendications. On en sait cependant un peu plus sur la façon dont tout ça a commencé. Donc, vers 1h, 3 détenus qui avaient trafiqué la porte de leur cellule pour empêcher qu'elle ne se verrouille ont profité d'une ronde d'un gardien pour le prendre en otage, fort probablement à l'aide d'armes artisanales. Ils ont libéré par la suite une vingtaine d'autres détenus. Et depuis ce moment, donc depuis 1h ce matin, il y a des négociateurs de la Sûreté du Québec qui sont en pourparlers pour tenter de faire libérer ce gardien. Alors pour l'instant, c'est ce que l'on sait. On n'en a pas plus sur les revendications de ces détenus. Alors l'escouade de tactique de la Sûreté du Québec est également sur place. Il faut préciser que le reste de la prison n'est pas affecté. Ça se passe dans une aile bien précise. Merci Dominique, à plus tard. Merci, au revoir. Et voilà, c'est fait le tour. Merci bien, Jacques. À tantôt. Polytraumatisé. Le 5e est arrivé seulement à 19h30.